Et tout de suite, donc, votre vue de haut. On retrouve pour cela Guillaume Bigot, essayiste, député Rassemblement national de la 2e circonscription du territoire de Belfort, auteur dernièrement avec Guylain Benessa de « On marche sur la tête, la France, l'Union européenne et les mensonges » aux éditions de l'Artilleur. Et pour mener cet entretien avec moi, Alexandre de Galzin. Bonjour Guillaume Bigot, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour à vous, bonjour à vos auditeurs. Merci Alexandre aussi d'être avec moi Bonjour pour cet entretien. Alors Guillaume Bigot, on vous a fait venir pour parler de 2 thèmes qui sont chers à votre travail, enfin qui sont importants dans votre travail, les aides au développement et le pacte vert. Alors je laisserai la parole dans quelques instants à Alexandre pour parler de ce fameux pacte vert européen. Oui. Mais avant cela, les aides au développement. On parle énormément en ce moment du conflit en Ukraine, de tout ce que ça va impliquer sur la scène internationale. Mais bon, on a aussi d'autres soucis, nous, en France, et donc ces fameuses aides au développement semblent en faire partie. Chers auditeurs, vous le savez, la crise économique nous guette, tout le monde s'inquiète. Comment va-t-on faire pour rembourser la dette ? Mais ne vous inquiétez pas, la France continue de distribuer de l'argent. C'est un peu ce qu'on apprend donc avec ces fameuses aides au développement sur lesquelles vous vous êtes penché, Guillaume Bigot. Oui, c'est ça. L'Assemblée nationale m'a confié en octobre dernier le soin de regarder, d'ouvrir le capot de ce sujet d'aide publique au développement. Ça représente 15 milliards d'euros par an dans le budget. Dernière fois que ça a été évalué, parce que ça prend un certain délai, c'est l'OCDE qui rassemble les données. Donc ça, c'est l'année de référence, c'est l'année 2023. Donc 15 milliards d'euros. Et vous savez, à chaque fois que les députés sont amenés à voter la loi budgétaire, les députés coupent en petites tranches, en petites rondelles le budget, et il y a cette partie d'aide au développement qu'on m'a confiée. Et donc j'ai ouvert ce capot, et quelle n'a pas été ma surprise. Alors d'abord, j'ai découvert que sur les 15 milliards, il n'y avait pas 15 milliards d'aide au développement, il n'y en avait que 5. Le reste, il y a un grand tout. Alors c'est à la fois l'aide qu'on verse à l'Union européenne que l'Union européenne, parce qu'il va y avoir une aide européenne au développement qu'on va financer nous à hauteur de 3 milliards par an. C'est déjà énorme. J'ouvre une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. C'est cette aide européenne au développement, elle n'est pas moins délirante que la nôtre, elle est même encore plus délirante que la nôtre, dans une indifférence totale, parce que ce qui se passe dans l'Union européenne, c'est pas vraiment sous les radars de la presse, ça fascine pas tout le monde. 3 milliards d'euros, alors qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent ? On avait notamment financé la lutte contre le djihadisme en Mauritanie. Pourquoi pas ? Et on avait envoyé 18 millions d'euros en Mauritanie, mais notamment pour acheter 250 chameaux. Le problème, c'est qu'en Mauritanie, il y a 7 millions de Mauritaniens, mais il y a 3 millions de chameaux déjà. Donc quand les Mauritaniens ont vu 250 chameaux arriver, ils ont quand même halluciné. Et on a acheté énormément de mixeurs électriques, par exemple, pour des écoles en Éthiopie, mais sauf qu'il n'y a pas de prise électrique. Bon, c'est pas très grave. On a financé des véritables camps dans lesquels on torture, par exemple. C'est l'Union européenne qui l'a financé, c'est notre argent qui l'a financé. Voilà. Et alors, on va dire, mais comme d'où vous sortez ces informations ? C'est pas moi. Parce qu'on pourrait m'accuser d'être anti-européen, c'est pas complètement faux. Par contre, je peux vous assurer que la Cour européenne des comptes, elle a très très bien fait son travail. Elle a diligenté 2 enquêtes sur l'aide publique au développement européenne. Et vous lisez ces documents, vous tombez des nues. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Refermons la parenthèse. Donc, dans ces 15 milliards, il y a 10 milliards, on ne sait pas trop. Et j'ai vu qu'il y avait 3 milliards pour l'aide au développement européenne. Il y a aussi beaucoup d'argent parce que quand un réfugié arrive en France sur le territoire français, la première année, il ne peut pas travailler. Quand vous demandez l'asile, on ne sait pas si on va vous l'accorder ou pas, mais en tout cas, vous n'avez pas le droit de travailler. Et donc, on vous finance. Ça coûte énormément d'argent. On accueille aussi des étudiants boursiers de plein de pays différents et on peut financer ce qu'on appelle des frais d'écolage. Tout ça, ce grand paquet-là, va représenter 10 milliards d'euros par an. Donc c'est considérable. Et alors maintenant, l'aide au développement à proprement parler, les 5 milliards. Effectivement, là aussi, on est au début de ces surprises. On se rend compte, on nous dit, mais c'est pas très grave, parce que beaucoup de cet argent, ce sont des prêts. Et c'est vrai qu'il y a une partie de prêts, une partie de dons. Mais dans ces prêts, il faut bien comprendre qu'on va prêter à des taux absolument dérisoires, très très en dessous du marché. On bonifie les prêts, c'est-à-dire qu'on finance de différence entre le taux du marché et le taux auquel on prête. Et on prête à des pays qui ne vont jamais rembourser sur des durées extrêmement longues, 20, 30, 40, 50 ans. Et donc, ça s'assimile en réalité à des dons. Mais sauf que nous n'avons plus, et ça tout le monde l'a remarqué, nous n'avons plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On emprunte au prix fort, et ce taux d'emprunt, comme on dit, les services de la dette, ça va nous coûter déjà presque 50 milliards, ça va être vraiment l'équivalent des 3 premiers budgets de l'État. Donc, on emprunte cet argent pour ensuite le prêter à des pays qui ne rembourseront jamais. Donc, la question, c'est
Pourquoi fait-on ça ? J'allais vous la poser, parce qu'il doit bien y avoir des raisons, je ne sais pas, de l'influence géopolitique, non ? Oui, en fait, il y a deux grandes raisons. La première grande raison, c'était un peu le legs, c'est un peu la poursuite de la colonisation par d'autres moyens. C'est le legs de la colonisation, ce qu'on a appelé pendant longtemps la coopération, et notamment avec des pays qui avaient été dans l'Empire français, des pays africains notamment, des pays francophones, etc. Et on continuait d'une certaine façon à les aider, à ne pas les laisser tomber. Alors, il y a un bon, il y a un mauvais côté. Le mauvais côté, c'est qu'il y a quand même une sorte de néocolonialisme qui dit pas son nom. Parce que quand on finance, par exemple, j'ai été aux Comores, on finance la gouvernance aux Comores. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne savent pas se gouverner eux-mêmes, et donc on doit leur donner de l'argent pour qu'ils s'aident, pour leur apprendre à se gouverner. Donc vous voyez que c'est un peu du néocolonialisme qui ne dit pas son nom. Bon, c'est le mauvais côté. Le bon côté, c'est qu'effectivement, il y a des liens historiques, des liens culturels, des liens linguistiques, et qu'on ne laisse pas complètement tomber ces pays. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que pendant la guerre froide, évidemment, on ne voulait pas que ces pays tombent du mauvais côté, du côté obscur de la force. Et donc, évidemment, les États-Unis aussi nous encourageaient. D'ailleurs, ils avaient un système USAID que le président Trump a remis en question, qui faisait la même chose, en fait, qui servait évidemment à empêcher ces pays de tomber sous la coupe de l'Union soviétique, principalement. C'était le cas à l'époque. Mais vous voyez, la géopolitique, elle a la vie très très longue, puisque maintenant, on voit la Russie ressurgir, notamment avec les groupes Wagner et d'autres puissances ou concurrencées. Donc voilà les deux raisons pour lesquelles on aidait. Le problème, c'est qu'on était très riche à l'époque, on avait une croissance importante, on avait un endettement qui n'avait rien à voir avec celui-là. Et en plus, ces pays étaient vraiment dans le balbutiement de leur développement économique. Là maintenant, certains de ces pays, pas tous, mais certains de ces pays ont décollé, n'ont plus besoin de nous, certains de ces pays nous rejettent, et on continue à les aider. Alors j'ai parlé des prêts, mais il faudrait aussi parler des dons, parce qu'il y a aussi énormément de dons. Et donnons un exemple. Concrètement, auparavant, on a aidé énormément les pays du Sahel. Vous savez, il y avait un déploiement militaire très important dans une zone qui est plus grande que l'Union européenne, dans le cadre de l'opération Barkhane. Et là, le président Macron, quand il est arrivé en 2017, il n'a pas eu, à mon avis, une idée fausse. Il s'est dit, voilà, on va concentrer cette aide financière, et on va la concentrer dans des endroits qu'on connaît, où les gens parlent français, où il y a des intérêts français, où il y a déjà des militaires français. Et c'était une stratégie qu'il a appelée des 3D. D comme développement, D comme diplomatie et D comme défense. Et on a injecté près d'1 milliard d'euros pour aider au développement de ces pays. Quel a été le résultat ? Tout le monde l'a vu. En fait, on s'est fait mettre à la porte à coups de pied dans le derrière. Au lieu d'en tirer des conséquences en disant « bon, ça ne fonctionne pas », en tout cas, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est très compliqué. Parce que vous comprenez, envoyer des milliards dans un pays où il n'y a pas d'État, c'est comme si vous envoyez des guirlandes ou des boules de Noël dans un endroit où il n'y a pas de sapin de Noël. Donc vous les mettez où, ces guirlandes et ces boules de Noël ? Il n'y a pas d'État, c'est des structures extrêmement corrompues, donc ça peut tomber dans des trous noirs. Il y a énormément d'ONG, d'associations, de petits copains, d'ailleurs, etc. c'est exactement ce qui était reproché par beaucoup d'États. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé notamment au Sahel, c'est que il y a des gouvernements, on va dire, concurrents, des gouvernements qui étaient soutenus par la France et donc aussi corrompus, faut le dire, qui donc en fait ont vu la France comme un moyen de maintenir l'ancien ordre en place. Absolument. Et soutenu par la Russie, donc du coup qui en ont profité pour utiliser presque le prétexte de cet aide au développement pour rejeter la France. C'est tout à fait ce qui s'est produit. Et disons, au lieu de se dire, bon, ça fonctionne pas, c'était une bonne idée, mais ça n'a pas fonctionné, et de remettre ça en cause, surtout dans un contexte où on n'a plus d'argent, enfin, soyons clairs, où il y a des déficits budgétaires, des déficits commerciaux, et on emprunte de plus en plus cher, le président Macron a utilisé une sorte de fuite en avant. Au lieu de ralentir, il a augmenté, il a accéléré, mais cette fois-ci, pour ne plus envoyer de l'argent directement dans des pays qui nous étaient hostiles, il a surtout favorisé une politique que j'appelle une politique d'ONG mondiale. Il a transformé la France en ONG mondiale, humanitaire, écolo, pour l'égalité du genre, etc. Donc il a envoyé depuis 2017, vous êtes bien assis là, 25 milliards d'euros depuis 2017. 25 milliards d'euros de notre argent. De dons. De dons, pour le coup. Envoyés à qui ? Alors, envoyés à des agences des Nations Unies. Certaines sont connues, hein, l'UNICEF, on a beaucoup parlé d'UNRWA aussi dans le cadre, bien sûr, de Gaza. Il faudrait parler de toutes les agences de vaccination en Afrique. Bon, alors dire, mais tout ça, c'est plutôt, disons, de l'aide humanitaire. Bah oui et non, pas vraiment. Finalement, surtout, la France, en tant que membre des Nations Unies, se doit de payer, un peu comme vous adhérez à un club, vous payez votre quote-part. Hein. C'est normal. Bon. Mais là, sur ces 25 milliards, 72%, c'est de l'aide volontaire.
Et la Cour des comptes française, cette fois-ci, nous a épinglés en disant, attendez, vous donnez de l'argent, mais vous ne savez pas à qui vous donnez, vous ne savez pas où ça atterrit, vous n'êtes pas en situation de flécher l'argent. Et effectivement, que ce soit le Quai d'Orsay, Bercy ou cette agence française de développement, qui est un peu le chef d'orchestre, l'équivalent français de USAID, sont assez incapables de dire, une fois qu'on a fait ces chèques, en fait, à ces agences de développement internationales, où va l'argent. Ça, on ne le sait pas vraiment, mais on continue à le donner. Alors la question, c'est pourquoi ? À la fois pour masquer cet échec, c'est une sorte de politique de cache-misère, et aussi parce que finalement, quand on regarde les choses avec un peu de recul, on se rend compte que le poids de la France, notamment dans les agences des Nations Unies, a diminué relativement. Pourquoi ? Parce que qui n'avance pas recule. En fait, notre croissance économique, elle est très faible. La zone euro, c'est un peu une limace économique. C'est la lanterne rouge des grandes puissances du monde. Et donc, comme on avance très peu et qu'on est de moins en moins riche, pour masquer cet effet d'appauvrissement, on a voulu donner plus d'argent, disons... plus d'argent de poche en quelque sorte à ces organisations internationales pour conserver notre rang. Donc il y a une sorte d'idée que la France est un peu un châtelain complètement ruiné, mais qu'elle va organiser des bals de plus en plus somptueux pour masquer finalement, vous voyez, son appauvrissement. C'est une politique de rang, de prestige, qui coûte un fric absolument monstre. Mais surtout, à quoi ça sert à l'arrivée ? À l'arrivée, moi je n'ai pas eu le temps, c'était une enquête de quelques semaines, mais j'ai interrogé beaucoup de gens. Et je me suis rendu aux Comores. Alors j'ai voulu aller aux Comores parce que les Comores, c'est l'archipel des Comores, dont une de ces îles, c'est Mayotte, département français, qui manque d'eau, qui manque d'énergie, qui manque d'électricité, dont les écoles sont en mauvais état, qui manque d'hôpitaux. Et je me suis aperçu qu'aux Comores, c'est-à-dire juste à côté, qu'est-ce qu'on faisait ? Eh bien, on finançait des écoles, des hôpitaux, de l'énergie, etc. Donc d'abord, surprise, je veux dire, tout ce qui manque à Mayotte, on le finance avec l'argent du contribuable à côté. Ouais. Mais mieux encore, c'est un pays, les Comores, qui revendique Mayotte, qui est hostile, qui est proche des Chinois, proche des Russes. Mieux encore. Il y a des gros problèmes d'immigration même justement à Mayotte. C'est le sujet. La submersion migratoire, elle vient essentiellement de l'île qui est la plus proche, à 70 km de Mayotte. Et depuis cette île, il y a 40 points de départ, c'est grand comme la Seine-Saint-Denis à peu près, et vous avez des bateaux qui partent tous les jours. Alors on dit, oui, mais on finance cette aide au développement justement pour limiter les départs, et comme ça, le gouvernement des Comores, par un gouvernement, coopère avec nous. Donc moi, les autorités des Comores, j'ai bien compris qu'elles ne contrôlaient pas ce qui se passe vraiment sur leur territoire, que c'est un État extrêmement corrompu, que dès qu'on arrête des passeurs, ils sont relâchés, etc. Donc en plus, c'est un jeu de dupes. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il y a eu un chantage. C'est-à-dire que le président des Comores, en 2019, il a déclenché une très grave crise migratoire, il a levé les vannes, il n'a rien contrôlé. Donc là, le flux migratoire qui était déjà énorme et la pression énorme sur Mayotte a quasiment doublé. Qu'est-ce qu'a fait le président Macron ? Il a dit, bon d'accord, je cède, je vais doubler l'aide au développement. En doublant l'aide au développement, alors il y a eu un peu une période, disons, de Covid où là, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé, mais depuis la fin du Covid... il n'y a pas moins, il y a même un peu plus d'immigration qu'avant la crise. Donc on se rend compte qu'une fois que vous cédez à un chantage migratoire pour faire de l'aide au développement, vous avez toujours l'immigration, mais en plus vous devez payer l'aide au développement. Alors je peux vous dire que l'aide au développement sur place, j'ai pas tout vu, j'ai pas cette prétention, mais ce que j'ai vraiment vu de mes yeux vus, c'est des scènes qui sont dignes de la vérité si je mens. C'est-à-dire des endroits où il y a des décors en carton-pâte avec, par exemple, du matériel médical qu'on a payé qui est flambant neuf, mais il n'y a pas de médecin pour le faire fonctionner, ou il n'y a pas de générateur, ou le seul endroit où il y a de la clim dans l'hôpital, c'est le bureau du directeur, où il n'y a pas de médecin, où on me dit on va chercher un médecin, on prend un traducteur, il revient 10 minutes plus tard avec une blouse blanche sur le dos. C'est ça qu'on finance en fait. Ouais. Pourquoi ? Donc ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens pour les populations qu'on aide. En fait, l'aide au développement, ma recommandation, c'est de revenir à des choses simples. Il faut savoir si ça nous sert à nous, quels sont nos intérêts, et il faut savoir si ça sert les intérêts des pays qu'on veut aider. Si ça n'aide pas les peuples, et à mon avis, dans beaucoup de cas, ça n'aide pas les peuples. Mais les mixeurs en Éthiopie, bon. Oui, et puis vous avez, par exemple, moi j'ai vu aux Comores énormément d'études sur le genre, le climat, etc. Enfin, des études absolument foutraques où on essaye dans un pays où il y a un secteur économique informel, où il n'y a quasiment pas d'État, la moitié des fonctionnaires n'existent pas, et où il y a des coupures d'électricité en permanence, on va essayer de financer, c'est bien assis là encore, un système d'assurance maladie universel. Mais ça n'a juste aucun sens. Et on n'a pas fait une étude qui a déjà conclu à l'impossibilité, on a fait 2 études avec des experts, de vrais experts, à 1 000 € par jour. Alors je veux bien que ça fasse travailler des entreprises françaises qui vont faire des études, etc., mais ce n'est pas le cas. Quant aux grosses œuvres, quant aux ouvrages qui dans tous les pays peuvent éventuellement être utiles, eh bien ces pays en fait font appel essentiellement à des entreprises chinoises de construction. Donc avec notre argent,
eh bien, on finance des entreprises chinoises qui vont réaliser des ponts, des routes, des adductions d'eau, etc. Mais on pourra reparler aussi du poids idéologique derrière tout ça, puisque forcément, quand on parle d'humanitaire, et ben, à partir du moment où quelqu'un vient remettre ça en cause, en fait, il passe automatiquement pour le méchant. Enfin, comment ça, Guillaume Bigot, vous voulez arrêter d'aider de pauvres gens? Vous êtes vraiment quelqu'un d'horrible. Le temps file, on parle du Green Deal, puisque c'est le second point de cet entretien. Le Green Deal, donc, qui, selon vous, Guillaume Bigot, pareil, est un danger pour la France et n'a ni queue ni tête. Oui, alors le Green Deal, il a deux volets. Il a un volet énergétique et donc forcément aussi industriel, puisqu'il est question de réduire drastiquement de 55% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne. Et il a des conséquences comme l'interdiction a priori des véhicules thermiques, et tout un effet en cascade pour atteindre cet objectif qui concerne toute la population et en particulier l'industrie. Et puis on a un effet qui est là ciblé, puisqu'on sort du salon de l'agriculture, sur les agriculteurs. Avec là pour la France 47% de réduction de gaz à effet de serre pour les agriculteurs, des contraintes en matière de normes terribles qui vont être des réductions drastiques du jour au lendemain d'utilisation de produits phytosanitaires, de l'augmentation énorme. On a 10% par exemple de nos terres agricoles qui sont destinées à l'exploitation bio. Les agriculteurs sont sommés de passer quasiment du jour au lendemain à 25%. On a, bref. Et si on fait un arrêt sur image et qu'on se demande quel est le sens de tout ça, on peut se dire, c'est formidable de diminuer les gaz à effet de serre. C'est bon pour le climat. Deuxièmement, c'est formidable d'avoir l'agriculture plus saine, une agriculture avec moins de pesticides, une agriculture plus bio, etc. Sauf qu'en réalité, quand vous êtes en économie ouverte, quand vous avez quasiment très très peu de droits de douane, et de moins en moins, regardez les négociations avec le Mercosur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous mettez sur les épaules des agriculteurs des contraintes, ils sont déjà dans une situation économique extrêmement difficile, et bien là, ils vont avoir des contraintes qui ne pèseront pas sur leurs concurrents et leurs compétiteurs, alors que leurs produits rentrent quasiment sans droits de douane. Et alors là, ça s'est considérablement aggravé bien sûr avec l'Ukraine, puisque là, il n'y avait plus de droits de douane pour les produits agricoles ukrainiens pour sauver ou protéger ce pays en faillite. On peut le comprendre aussi d'un autre côté. Donc on voit bien que le Green Deal, il a pour effet, et c'est pas moi qui le dis là encore, c'est l'Union européenne qui a anticipé les effets de son propre Green Deal, et là, à un moment, on se pince. C'est une réduction de la production agricole, qui a déjà commencé en Europe, une augmentation des importations, donc de produits beaucoup plus sales, sans aucun de ces contrôles. On a donc l'importation de produits agricoles qui ont moins de normes phytosanitaires que celles qui existent aujourd'hui. Donc moins de normes phytosanitaires qu'avant le Green Deal. Évidemment, plus finalement de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que si on augmente les importations, on va faire venir des produits qui consomment plus de gaz à effet de serre en étant produits à l'étranger, mais surtout on va les faire venir donc encore plus de gaz à effet de serre. C'est ce que l'Union européenne appelle des fuites de carbone. Donc autrement dit, la logique c'est pour faire baisser les fuites de gaz carbonique, on va finalement augmenter les fuites de gaz carbonique. Normalement, l'idée c'est quand même d'améliorer la qualité et si possible le revenu des agriculteurs. Et la production, là on fait baisser la production, on fait baisser le revenu des agriculteurs, et on dégrade la qualité de ce qu'on mange. Le tout pour augmenter les gaz à effet de serre. Donc, à un moment, je ne sais pas si demain il y aura des historiens, mais ils se poseront des questions. Ils se diront, mais quelle espèce de maladie mentale s'est emparée des classes dirigeantes de cette époque? Alors effectivement, comme vous l'avez bien rappelé, le Green Deal, c'est deux volets. Oui. Ce volet agricole avec cette fameuse idée de farm to fork, donc de la ferme à la fourchette, qui a été d'ailleurs largement décriée par le Rassemblement national. Ah bah on est monté au créneau évidemment. Oui, tout à fait. D'ailleurs fait même les européennes. Je me souviens de Jordan Bardella qui était très actif sur ce sujet. Enfin, ça fait même quelques années. Le Green Deal, ça date de 2019. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Européen et au Parlement français. Le groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale et le groupe des Patriotes, puisque c'est un groupe avec d'autres alliés au sein du Parlement européen. Voilà. Et effectivement, alors ce volet agricole, c'est vrai que, comme vous l'expliquiez assez bien, moi je suis assez d'accord avec vous, parce qu'il n'a pas de sens dans un contexte de libre-échange. C'est-à-dire qu'en fait, dans un sens protectionniste, dans un sens où en fait on aurait les mêmes normes dans tous les pays européens, etc., ça pourrait d'une certaine façon être une idée bien conçue, et quelque part même, j'ai envie de dire, réduire la production agricole européenne. L'Europe est largement au-dessus
autosuffisante et même excédentaire de manière agricole. Donc ça voudrait dire qu'on exporterait certes moins, mais peut-être des conséquences sur la santé. Enfin, c'est plus un sujet qui se débat. Moi, c'est le premier volet sur lequel je voulais d'abord vous interroger quand même. Déjà, ces dernières semaines, ces derniers mois, alors c'est lié aussi au fait que l'Europe soit passée un peu plus à droite après les élections de 2024, mais ce qu'on entend beaucoup, c'est que le Green Deal devient un Green Industrial Deal. Donc, pas seulement un pacte vert, mais un pacte industriel vert. Est-ce qu'il y a quand même eu des inflexions qui ont été réalisées en faveur d'une réindustrialisation de l'Europe tout en imaginant une industrie qui serait décarbonée? C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est simplement utiliser l'industrie européenne qui est actuellement là et la décarboner, ou avoir aussi une certaine ambition? On parle par exemple notamment de réarmer l'Europe, il y a l'industrie de l'armement sur laquelle on fait beaucoup d'investissements. Est-ce qu'il y a aussi cette ambition industrielle européenne qui s'est couplée depuis ces derniers mois et la montée de la droite en Europe? Et vous savez que, en fait, là, il y a une confusion. Et dans tout l'esprit de ce Green Deal, il y a une confusion entre, d'un côté, la volonté de rendre le climat tout court, pas le climat des affaires, mais le climat plus sain en Europe, de réduire, de contribuer en Europe à être les meilleurs élèves écologiques de la Terre. Et pour ça, utiliser moins d'énergie ou utiliser d'énergie plus propre. Donc cette idée de transition énergétique, elle est déjà double, si on l'interroge. C'est à la fois réduit, parce qu'il y a deux façons de faire. Soit vous avez des énergies propres que vous poussez, effectivement, soit vous diminuez la production. Et en fait, c'est toujours un mélange des deux, d'une certaine façon. Et là, il faut faire attention, parce que devenir plus vertueux en étant simplement plus pauvre, bon, vous voyez, si la transition énergétique, c'est promouvoir des usines qui vont repriser des chaussettes, et qu'on ferme des usines d'un côté et qu'on réouvre de quoi repriser des chaussettes, c'est quand même un peu triste. Et en réalité, l'idée qu'on nous vend, qu'on va relancer économiquement et relancer industriellement, est très important, relancer au plan scientifique et technologique tout le continent européen, parce qu'on va faire la promotion de nouvelles sources d'énergie, c'est une idée folle. En fait, il faut plutôt appréhender les choses comme ça. Il faut de l'énergie en très grande quantité à faible prix pour avoir une industrie, et notamment pour promouvoir les nouvelles technologies. Je vous rappelle que, par exemple... On pense évidemment au nucléaire, là, en l'occurrence, et on se dit que, typiquement, dans le cadre d'un Green Deal, ça pourrait largement avantager la France sur le principe. C'est-à-dire que, en fait, encore une fois, moi, ce que je trouve toujours surprenant, c'est que le Green Deal, le pacte vert, est toujours largement décrié, on va dire, de but en blanc par le Rassemblement national, alors qu'en fait, j'ai envie de dire que s'il était bien exploité, justement, ça permettrait de battre tout à fait l'industrie allemande qui dépend largement du charbon et qui dépend largement des énergies fossiles. La Pologne, pareil, qui est en train de devenir une puissance quand même assez importante en Europe, notamment sur le plan industriel. Et en fait, elle aussi, elle dépend que du charbon. L'industrie française pourrait être, j'ai envie de dire, revenir à un niveau supérieur à l'industrie allemande, ce qui n'est pas arrivé depuis 40 ans, et ce grâce au pacte vert en l'occurrence. Oui, mais regardez, il suffirait de sortir, de suspendre, même si on ne veut pas trop choquer, comme l'a fait l'Espagne et le Portugal, le marché européen de l'électricité. Bien sûr. On diminuerait nos prix énergétiques et notamment nos prix électriques. Peut-être de 15% au minimum tout de suite. Donc on ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on veut jouer une carte européenne, on veut jouer une carte de solidarité européenne, et qu'on ne cesse de marteler dans l'esprit des gens que soit on s'en sortira en européen, soit on s'en sortira pas du tout. Ce qui est complètement faux déjà du point de vue du nucléaire. Si on trouve des alliés, c'est bien la logique du Rassemblement national, l'Union européenne, ça doit redevenir ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un outil. Autrement dit, si on trouve des alliés, si on trouve une majorité pour avancer ensemble à plusieurs, faisons-le, on sera encore plus fort. C'est pas le sujet. On est tout à fait favorable à ça. Mais en attendant, si vous n'avez pas d'alliés, si vous n'avez pas une majorité, il n'y a pas de majorité aujourd'hui pour promouvoir nécessairement le nucléaire à l'échelle de l'Union européenne, eh bien, pourquoi vous allez suicider votre propre industrie ou votre propre filière nucléaire ? Et ça va être très compliqué de financer tout ce que veulent financer nos voisins dans le cadre du Green Deal aujourd'hui, c'est-à-dire, je le rappelle, massivement l'importation de toute une filière de panneaux solaires chinois, par exemple, d'importer, parce que ça va être le cas massivement des automobiles chinoises électriques, d'importer massivement d'implanter et de développer des éoliennes partout. Tout ça va coûter énormément cher. Tout ça, ça va être des importations pratiquement nettes, enfin, soit depuis l'Allemagne, soit depuis la Chine, voire les deux. Et ça va détruire notre commerce extérieur, abîmer nos industries, et à peine, voire c'est même pas certain que le bilan carbone, à la fin de la journée, soit bon.
Oui, parce qu'en fait, il y a toujours cette idée, malheureusement, j'ai envie de dire, qui existe d'externaliser la pollution et d'externaliser la consommation de carbone. J'aurais juste, moi, il y a effectivement deux questions qui me restent à ce sujet. C'est la question des voitures électriques. Donc, Oui. on rappelle que l'objectif du Green Deal, donc, c'est d'être neutre à horizon 2050. Oui. Et à côté de ça, à horizon 2035, ça a été repoussé à 2040, si je dis pas de bêtises, la fin de la production de véhicules thermiques en Europe. Et alors, là, évidemment, le Rassemblement national, j'ai envie de dire, est contre cette mesure, sauf que quand on entend les constructeurs automobiles, c'est depuis environ 1 ou 2 ans, ce qu'on entend à chaque fois, quand on les écoute parler du Green Deal, c'est de dire, concrètement, là, ça fait 5 ans que ça a été mis en place, qu'on s'est adapté, qu'on a prévu à horizon 2035-2040 de effectivement passer notre production à de l'électrique et revenir en arrière, revenir sous cette mesure, finalement, nous avantagerait pas forcément parce qu'on a déjà préparé une stratégie à long terme qui va justement vers la production de véhicules électriques. Et on voit d'ailleurs Renault qui, je rappelle, est un pionnier quand même de l'industrie électrique, de voitures électriques mondiales, avec notamment la Renault Zoé qui a été pendant plusieurs années la voiture électrique la plus vendue dans le monde. Si vous voulez, l'enjeu, c'est que si on prend là aussi un peu de recul, il faut toujours prendre du recul. La force numéro 1 de l'Europe, si elle était utilisée encore une fois comme un outil et pas comme une fin en soi, et une espèce de fuite en avant idéologique et écologique et libre-échangiste et européiste, si on utilise rationnellement l'Europe comme un outil, c'est un outil formidable parce que nous sommes assez nombreux pour exercer un chantage commercial. Mais là, la voiture électrique, comme sur tous les sujets, oui, bien sûr, à condition de trouver une majorité d'Européens pour ériger des barrières douanières le temps de. Parce qu'aujourd'hui, Stellantis, qui est pas très loin de ma circonscription dans le territoire de Belfort, vous parliez de Renault, enfin les grands opérateurs européens sont quand même très mis à mal par la concurrence chinoise. Oui, ce que vous dites est un argument très juste. Ils se sont mis en situation de s'adapter parce qu'il n'y avait pas le choix. De toute façon, ces gens n'ont pas le choix. Donc on leur a demandé de s'adapter, mais ils savent bien ce qui arrive, puisque c'est déjà arrivé sur le marché américain, alors que le marché américain, d'ailleurs, avait davantage de barrières douanières. Pourtant, les Chinois peuvent produire des voitures électriques à des prix battant toute concurrence. Donc, tant qu'il n'y a pas de barrières douanières qui sont érigées, nous ne sauverons pas notre industrie automobile, y compris dans un contexte de transition. Mais le plus important n'est même pas là. Le plus important, ce sont des réalités physiques et pas seulement des réalités économiques. Pour qu'il y ait de la voiture électrique en Chine, partout en Chine, d'ici 2040, il faudrait qu'on extrait plus de terres rares qu'il n'en existe aujourd'hui. Donc c'est juste en plus matériellement impossible. Donc il y a des limites physiques. Alors je sais bien que les idéologues de Bruxelles, quand ils décident moins 50% par-ci, moins 25% par-là, ils ne tiennent toujours aucun des chiffres compte. Très ronds et symboliques Bien par sûr, ailleurs. Ils ne tiennent aucun compte des 2 agriculteurs qui se suicident chaque jour en France, ils ne tiennent aucun compte du revenu des Européens, ils ne tiennent aucun compte des conditions de concurrence, ils le font de leur tour d'ivoire, mais à un moment, il y a quand même des choses qui s'appellent la science physique, les ressources, et on ne peut pas aller contre, on va se taper la tête contre les murs. Et c'est là où je reviens à un peu de recul historique. On lit dans nos manuels scolaires ce que les bolcheviks ont fait ou d'autres ont pu faire dans l'histoire, c'est-à-dire de décréter des choses absurdes qui ne fonctionnent pas. Vous dites non mais il y a plus de propriété. C'est une idée sympa sur le papier, mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ça marche pas. Voilà, là on fait pareil, on dit il y aura que des véhicules électriques, mais sauf qu'en fait ça ne marche pas. Une dernière question pour vous, Guillaume Bigot. On apprenait il y a environ 1 mois et demi que alors Piotr Séraphin qui expliquait à la commission, devant le Parlement européen, que la Commission européenne a fait, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la corruption, je ne veux pas avoir de problèmes légaux, mais j'ai envie de dire, en tout cas, à utiliser des lobbies écologistes, environnementalistes pour faire pression sur le Parlement européen et notamment sur certains groupes écologistes pour accepter le Green Deal. Comment vous avez vécu ça, comment vous avez vu ça ? Actuellement, il y a Frans Timmermans qui est au cœur justement d'une polémique à ce niveau-là. Bon, d'abord, là, c'est même plus le Green Deal, c'est le Green Délire, en fait. C'est-à-dire qu'on a une Commission européenne qui comme chacun le sait, n'a pas de légitimité démocratique, mais on a beau le répéter, ça n'imprime pas vraiment. Avec l'Union européenne, c'est bien, c'est qu'on gifle Montesquieu et on gifle Rousseau 4 fois par jour. Et pour ne pas dire qu'on met à la poubelle ou on brûle les déclarations des droits de l'homme. Le tout sous fond de protection de l'état de droit. C'est complètement délirant. Donc là, la Commission européenne, qui n'a pas de mandat, a quand même promu une politique. Bon, ok, avalisée par le Conseil européen, je l'entends. Mais cette politique du Green Deal qu'elle a elle-même proposée, qu'est-ce qu'elle a fait, l'Union européenne ? Elle a financé des ONG
faut dire que ce financement est aussi très très coûteux. Il y en a pour 5 milliards par an, ces associations et des ONG financées par la Commission. Et parmi ces associations et ces ONG, beaucoup, c'était des lobbyistes en réalité, étaient chargés de travailler au corps des parlementaires européens. Donc là, on n'est plus du tout dans la séparation des pouvoirs, sachant en plus que la Commission européenne, je répète, ne devrait pas être un pouvoir et à mon avis devrait redevenir, c'est ce que nous proposons au Rassemblement national dans le cadre d'une réforme profonde des institutions européennes avec nos partenaires, pour que l'Union européenne redevienne un secrétariat, en vérité, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Les gens oubliés, mais à l'origine, la Commission européenne, c'est un secrétariat. C'est un organe de coordination, c'est les États qui décident, les démocraties qui décident, et la Commission européenne ne fait que mettre en musique et enregistrer et préparer et mettre en œuvre. Bon, là, la Commission européenne a proposé, la Commission européenne a poussé, et la Commission européenne a effectivement en quelque sorte intoxiqué, enfin fait du lobbying en tout cas, ça c'est avéré, vous risquez rien à le dire. Alors effectivement, elle l'a fait intelligemment, c'est-à-dire qu'elle l'a fait en respectant les règles européennes, donc on ne peut pas dire qu'elle se soit mise dans son tort juridiquement. Mais il serait intéressant d'interroger et de lister d'ailleurs tous les cas de corruption, pour le coup avérés. En quelques secondes, Guillaume Une vice-présidente du Parlement européen qui s'était baladée avec des valises de billets, par exemple, du Qatar, pour vanter les mérites en matière de droit du travail du Qatar. Hein. Rappelons quand même les centaines de morts qui ont précédé dans les chantiers des Jeux au Qatar. On va finir sur ces mots et Guillaume Bigot, vous avez encore beaucoup à nous raconter. Alors on espère vous retrouver très bientôt. C'était un plaisir de vous recevoir ce matin. Partagé. Merci. À très bientôt Guillaume Bigot et merci Alexandre pour cet entretien.